Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur qui, sur quoi? La rentrée littéraire. La rentrée littéraire, plein de romans pour arriver, je crois, cette année à moins de 500. 490, c'est moins que l'année dernière. L'année dernière, on devait être à 520 romans, je crois. C'est toujours beaucoup trop. On va pas refaire le même débat 100 000 ans. J'aime bien la rentrée littéraire. Je ne m'en excuserai guère dans cette vidéo d'avoir acheté des bouquins qui coûtent 20 boules et qui, pour certains, ne m'ont pas plu. J'en ai reçu certains, j'en ai acheté d'autres. J'ai pas tout lu encore de ce que j'avais. Le premier roman que je vous présente, que j'ai beaucoup aimé, c'est Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, aux éditions Stock, dans leur collection Une nuit au musée ou Ma nuit au musée, je ne sais plus. Ma nuit au musée, je pense que c'est une constellation, mais il y a un bandeau avec la tête de Lola Lafont. La maison d'édition propose à des auteurs d'aller passer une nuit dans un musée de leur choix et d'écrire un roman suite à cette nuit passée, pas forcément un roman qui raconte ce qu'ils ont fait dans la nuit, parce que bah voilà, écrire un roman sur un musée, bon si ça se fait, hein, la preuve elle l'a fait, mais bon, je pense, c'est le seul que j'ai lu de la collection, qu'à chaque fois, là c'est le cas pour Lola Lafont, ils instillent un peu de leurs souvenirs personnels, de leur souvenance, de leur culture, de pourquoi ils ont choisi ce musée-là en particulier, etc. Première lecture de ce genre, et j'ai beaucoup aimé, probablement parce que c'était Lola Lafont et que j'ai déjà beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, La petite communiste qui ne souriait jamais. Donc là, Lola Lafont décide de passer sa nuit au musée dans l'annexe qui se trouve à Amsterdam, qui est la dernière demeure de Anne Frank et de la famille Frank avant la déportation vers je ne sais plus quel camp. Bichenschliessen. Non, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je suis une quiche en camp. Lola Lafont est également de culture juive, d'Europe centrale. Sa famille venait de Pologne. Je crois qu'elle est polonaise, c'est ça. Donc elle nous raconte sa famille, elle nous raconte sa grand-mère, sa vision du judaïsme, comment elle pratique elle son judaïsme, son héritage culturel. C'est très poignant, tous les moments où elle parle d'elle-même sont très forts, tous les moments où elle réfléchit sur la question juive, sur comment l'antisémitisme sévit encore en France et dans le monde, c'est très fort. J'ai également beaucoup aimé toutes les références faites à Anne Frank, parce que du coup elle va s'attarder beaucoup à Anne Frank, en disant que beaucoup de gens l'ont idolée, voire idolâtrée, alors que c'est pas forcément ce qu'aurait voulu la jeune fille, je pense. Que le journal est peut-être parfois un peu sous-estimé dans sa valeur littéraire. C'est un grand texte qui a été retravaillé par Anne Frank alors qu'elle était très jeune. Elle a voulu y mettre des formes, elle avait écrit tout un premier journal qu'elle a par la suite réécrit pour qu'il ait vraiment une portée littéraire forte. Et c'est très important parce que moi je ne le savais pas par exemple, qu'elle remette ça sur le tapis, Lola Lafont, qu'elle nous mette le doigt dessus. Donc vraiment, tant pour le côté historique d'Anne Frank et de sa vie, parce que pareil on nous rappelle quelques éléments biographiques de la vie d'Anne Frank, c'est très intéressant, que pour les passages où elle parle d'elle-même, où elle se raconte. J'ai adoré ce livre qui se lit très vite, hein, il fait 300 pages, mais moi je me suis posé un matin dans 250 pages et je ne pouvais plus le lâcher. Ça coûte quand même un peu cher, c'est 19,50 €, c'est pas vraiment un grand format, hein. Vous voyez, si on met un grand format à côté, c'est du semi-poche, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est la taille de la collection, mais c'était quand même très intéressant. Ensuite, un roman que j'ai lu là hier, j'ai terminé, que j'ai détesté, c'est peut-être un peu fort, mais que je n'ai vraiment pas apprécié. Ça s'appelle Real Life de Brandon Taylor et c'est dans la maison d'édition La Croisée, qui est une maison d'édition que je ne connais pas, enfin que je n'avais jamais lu jusque-là. Real Life s'inscrit dans la tradition, dans le genre du campus novel, du roman de campus. C'est un roman qui se passe dans une université américaine du début à la fin, et c'est pas un huis clos, mais c'est un huis clos temporel, je sais pas comment ça s'appelle. Ça se passe sur un week-end, on les retrouve le vendredi soir jusqu'au lundi matin, et voilà, ça nous raconte ce week-end. On va suivre Wallace, qui est un jeune, donc c'est un campus de sciences, donc on va être avec une bande d'amis qui font des études de sciences, que ce soit je crois qu'ils sont doctorants, donc ils font de la recherche, etc. Ça, c'est une des raisons qui a fait que j'ai pas trop aimé le bouquin, parce qu'il y avait pas mal de passages sur les recherches qu'ils font en sciences, et j'en avais rien à foutre. Des fois, il y avait 3 pages d'affilée sur des boîtes de pétri, des microscopes et tout. Enfin, je suis pas du tout scientifique, ça me passait totalement au-dessus de la tête. Et dans ce groupe d'amis, on va suivre particulièrement Wallace, qui est un jeune homosexuel noir, et ça a beaucoup d'importance, C'est quand même le cœur du roman, c'est comment vivre cette intersectionnalité entre le fait d'être une personne racisée et en plus d'une minorité sexuelle, l'homosexualité. Donc il y a quelques questions d'intersectionnalité dans ce roman. Donc en fait on va les suivre lors de leur première soirée le vendredi soir dans un lac. Il va se passer quelque chose,
une rencontre, je crois qu'on nous en parle, oui tout à fait, on nous dit que Miller va tenter de se rapprocher de lui. Donc voilà, une histoire d'amour qui démarre ce vendredi soir-là avec un de ses amis, donc c'est quelqu'un qu'il côtoie depuis quelques années, et il va y avoir un rapprochement, quelque chose, et on va suivre ce début d'amour sur le week-end. Donc c'est un roman qui a des scènes très très violentes, des scènes de violence, qui ne sont pas annoncées, dans le résumé, elles ne sont pas annoncées, et qui en plus, je trouve, moi c'est ça qui m'a déplu, qu'elles sont presque romantisées, ces scènes de violence, banalisées, et c'est ça qui m'a vraiment dérangé, qui m'a gêné, car on parle parfois de relations sexuelles non consenties sans jamais les remettre en question, sans jamais les questionner, on les accepte, on vit avec, mais d'une façon qui est presque normale, banale, et j'ai trouvé ça à vomir. Qu'est-ce qui m'a déplu également, c'est que parfois c'était très flou, ils sont une grosse bande d'amis, alors il y a Miller, Wallace, et après il y a des autres couples, et il y en a en fait, il y a un couple en particulier qui en plus a un prénom qui a une consonance suédoise ou Ingve, je ne sais pas exactement d'où elle vient, bref, d'où il vient. Et dès le début, j'ai cru que c'était une femme, et j'ai dû mettre au moins 150 pages avant de comprendre que c'était un homme qui lui-même était homosexuel. Et les visions de l'homosexualité qui sont dégagées dans ce roman, parce qu'il y a plusieurs couples homosexuels, plus Wallace qui est lui-même homosexuel, sont toujours, je trouve, péjoratives, négatives. On n'a pas de vision d'homosexualité qui se passe bien, qui est normale, qui est juste, voilà, une homosexuelle, enfin, un être humain. J'ai l'impression que tous les personnages homosexuels de ce roman ont soit vécu quelque chose d'horrible dans leur vie, soit ont décidé d'être des gros connards, de prendre les pires décisions de la Terre, d'enchaîner ouais, c'est ça, les conneries, enfin voilà. J'ai eu l'impression d'avoir une vision martyre parfois de l'homosexualité, vraiment on l'a subi. Alors c'est sûrement le cas de plein de personnes, ça n'a pas été le mien mais c'est sûrement le cas de plein de personnes, et en cela je le comprends. Sauf qu'il y a plusieurs visions de l'homosexualité dans ce roman, et que chacune à leur manière a un côté péjoratif, a un côté négatif, et c'est ça qui m'a dérangé. Et après, bah oui, on est dans une histoire d'un hétéro qui vire un peu gay, quoi. Le Miller, là, il est hétéro, et il tombe amoureux de Wallace. Enfin, Wallace et lui ont un petit rapprochement, et je vais trouver ça très très original. J'ai pas forcément compris le choix de ne positionner ça que sur un week-end, surtout qu'avec ce week-end, de fait, tout s'enchaîne très rapidement, tout va vite. Donc bon, c'était pas... Ouais, j'ai vraiment pas aimé, mais c'est surtout pour ces questions de violence romantisée et de... non, pas, comment, on dit pas romantisé, romancé, mais oui, tout simplement romancé peut-être. Enfin, ces questions de violence qui ne sont pas questionnées, et en plus, cette vision de l'homosexualité qui est en plus, je pense que l'auteur est jeune, c'est ça qui est le pire. 89, il a l'âge de ma sœur. Donc voilà, c'est pas un vieil homosexuel. Je peux comprendre que cette homosexualité subie, cette homosexualité un peu martyre, soit encore persistante sur des personnes qui sont nées bah voilà, dans les années 60-70, qui ont vécu peut-être les années SIDA. C'est quelque chose qui a dû les marquer, qui a dû être très fort, le fait que l'homosexualité était complètement... Enfin, l'homophobie était complètement banale et normale à ce temps-là. Mais là, c'est un homme, il est 89, je sais pas quel âge a ma sœur, mais une trentaine d'années. Il vit quand même un peu avec son temps, j'ose espérer, cet auteur, et de refléter de telles images sur l'homosexualité, je pense que c'est un peu anachronique en 2022. Ensuite, un roman qui là pour le coup m'a beaucoup plu, La Cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Doerr, qui n'est pas encore publié, donc je m'en excuse, il ne sortira que le 14 septembre je le crois. La Cité des nuages et des oiseaux, c'est une espèce de... c'est quand même une belle brique, hein, vous pouvez voir, de fresque romanesque entre le passé, le présent et l'avenir, parce que le roman s'ouvre sur une jeune femme qui s'appelle Constance, dans les années 2200, peut-être 2100, on sait pas trop, enfin dans le futur, qui est toute seule dans une capsule dans l'espace. Voilà, un satellite est perdu au milieu de l'espace, toute seule. Ça va donc être un des personnages principaux. On va suivre un autre personnage qui s'appelle Zino, qui est un prof, je crois, j'ai un doute. En tout cas, qui monte, il est vieux, il a à peu près 80 ans, ça se passe dans le temps présent, chez nous, en 2020, quoi, qui monte une pièce de théâtre sur un vieux texte, un manuscrit grec. Donc on va le suivre, lui et sa classe. Et on va suivre également un couple qui, eux, se trouvent à Constantinople dans les années, je ne sais plus combien, 1450, donc la chute de Constantinople. Et on va être avec quelqu'un qui est en dehors de la ville et quelqu'un qui est dans la ville. Et donc ces trois histoires, on le comprend très vite, ont en commun un texte, un manuscrit grec, qui est un vieux texte de l'époque antique, qui fait parler de lui à ces trois époques. Comme si, en fait, on le redécouvrait à chaque fois
Enfin, c'est des moments où ce texte est important dans l'histoire, que ce soit à Constantinople, dans le futur ou dans le présent. Et donc ce texte est vraiment l'objet, la chose qui réunit les trois histoires. À côté de ça, les trois histoires peuvent se lire presque indépendamment, sauf que là, bon, elles sont alternées dans le roman et c'est bien mieux de les lire toutes ensemble. Mais voilà, c'est trois histoires plutôt indépendantes qui n'ont comme point commun que ce livre. Et c'est en même temps aussi, de façon plus globale, le point commun entre ces trois histoires, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir de la littérature pour s'évader, pour grandir, pour atteindre quelque chose, voilà, comme un Éden à atteindre. Et cet Éden, c'est justement la cité des nuages et des oiseaux, car c'est la ville promise dans ce roman, la ville par laquelle nous pouvons nous accomplir pleinement. Et cette ville est racontée, cette cité des nuages et des oiseaux, donc dans le manuscrit, au moyen d'un conte. Et ce petit conte, on nous le raconte également entre chaque histoire, entre chaque chapitre, on a des petits bouts de conte. C'est un conte en 24 pages, je crois, enfin en 24 fables, 24 courtes d'histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce conte, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire qui est en plus, je crois, totalement fictive, hein, inventée par Anthony Doerr. J'ai passé un très bon moment, et ce qui est rare dans ce genre de romans qui sont sur plusieurs époques, plusieurs continents, c'est qu'on s'attache toujours plus à une époque, à un personnage, à quelque chose. Et là, je trouve qu'avec brio, il arrive à créer trois histoires qui ont un début, un milieu, une fin, trois histoires consistantes, trois histoires qui se valent les unes les autres. Et personnellement, je me suis plus attaché, évidemment, il y a toujours un personnage qui a notre préférence, mais je me suis très vite attaché à tous ces personnages que l'on rencontre. Ils sont donc 5 au total. Il y en a un autre qui intervient un peu plus tard dans le temps présent, mais ça serait spoilé, je crois, de le raconter, donc je ne le dis pas. Mais voilà, il y a 5 personnages, et les 5 sont intéressants à leur manière. Les 5 ont leur propre réflexion, leur propre questionnement, leur propre histoire, et ils sont toutes intéressantes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette fresque. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plongé dans un roman. C'est un roman d'aventure, il y a du suspense, c'est haletant, il se passe des choses, il y a de l'action, et en même temps, il y a de la réflexion, et ça, moi j'adore, vous le savez, toujours. Et en plus, c'est un roman qui parle de livres, et j'adore quand on parle de livres. Donc voilà, très bonne découverte avec cet auteur, qui a eu, je crois, l'année dernière, ou il y a quelques années, le prix Pulitzer, pour un truc qui s'appelle... pas tout ce qui brille, mais un truc dans le genre. Ensuite, j'ai lu L'Homme peuplé de Franck Buys, chez Albin Michel. 300 pages, il est assez court le roman. Je ne me rappelle pas l'avoir demandé à Albin Michel, vous savez, je suis en partenariat avec Albin Michel, donc tous les romans que je vous ai présentés jusque-là, je les ai reçus gratuitement en service de presse. Celui-là, je ne l'avais pas demandé, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai jamais lu Franck Buys, depuis le temps que j'entends du bien de lui, j'ai un roman de lui dans ma palle, j'ai Né d'aucune femme, et je m'étais dit, bon bah, ça va être ma porte d'entrée, cette rentrée littéraire, ça va me permettre de découvrir son œuvre. Manque de bol, je pense être tombé sur le caillou dans la chaussure, sur le truc qu'on veut cacher sous le tapis, parce que pour moi, voilà, ce roman est plutôt déceptif. J'espère que ces précédents que j'ai entendus que du bien dessus seront meilleurs, ou sauront en tout cas me plaire plus, davantage que celui-ci, parce que là, je suis complètement resté sur ma faim, et même complètement resté à côté de l'histoire. Déjà, ça commence mal parce que le pitch est quelque chose de vu et revu qui n'a rien d'original. On est avec Harry, un auteur à succès qui a publié un roman et qui n'arrive pas à publier son deuxième roman, et qui du coup décide de s'isoler dans une vieille cabane perdue au fond d'un village français, dans la campagne, enfin voilà. Le truc qu'on a déjà vu 10 000 fois dans 10 000 romans. Il arrive donc dans cette campagne isolée, dans ce bled, et là tout de suite, tous les personnages sont... Enfin tous les personnages, tous les gens qui peuplent la campagne, ce village et qui le côtoient, sont presque méchants avec lui, sont froids, sont... Voilà, très réticents à la volonté, enfin très réticents à l'accueil de cet auteur en villégiature dans leur village. Et à côté de ça, en plus, la maison voisine de celle qu'il a louée semble être hantée, il entend des bruits, il y a un chien qui est seul, abandonné dans cette maison. Et donc on va être sur un récit à deux voix. Harry, qui est le personnage principal, l'auteur, oh là là, l'auteur en mal d'inspiration, et on va être avec Caleb, qui est le voisin de Harry dans cette maison qui semble hantée avec un chien abandonné, etc. Donc on va suivre ces deux voix en... On va donc suivre ces deux voies l'une après les autres, et on comprend très vite qu'il y a quand même une histoire de passé-présent, de croyances, de secrets un peu enfuis. Sauf que bon, enfin, j'avais aucun plaisir, j'en avais rien à foutre de ce qui arrivait à Harry, j'en avais un peu moins rien à foutre de Caleb, le voisin un peu bizarre, voilà, c'est vrai qu'il est très bizarre ce jeune homme, ce Caleb là. Il était peut-être un peu plus intéressant à mon sens, mais j'ai trouvé que rien n'avait été original dans ce roman. La plume était sympa, c'est vrai que c'était par moments assez poétique, assez beau, assez bien écrit, c'est fin, mais ça restait plat en fait. Là, voilà, c'était une belle plume poétique, mais qui ne me faisait pas vivre grand chose.
qui restait plat, il n'y avait pas de mordant, il manquait un truc pour que le roman décolle. Je trouve qu'il restait plat du début à la fin, qu'il n'y a pas eu de pic d'émotions autant positives que négatives ou que ce soit. Voilà, il m'en restera pas grand chose à part un peu d'ennui et une déception. Ensuite, j'ai lu Houston Osaka de Brian Washington aux éditions J.C. Lattès et qui sortira le 2 septembre, il me semble. Houston Osaka, c'est également un roman qui traite de l'homosexualité, qui n'est peut-être... Ça va être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, parce que c'est pas non plus l'homosexualité rêvée. Toutefois, elle n'est pas vécue comme un martyr par les protagonistes homosexuels, et c'est ça, je pense, qui m'a moins dérangé dans ce roman. On va être avec Benson et Mike qui vivent à Houston, et qui sont également tous les deux issus de minorités, car l'un est noir et l'autre est japonais. Et Benson et Mike sont en couple. La mère de Mike, qui habite au Japon, débarque au Texas. Et en même temps, Mike apprend que son père, qui vit encore au Japon, mais ses deux parents sont séparés, est en train de mourir. Et donc du coup, la mère de Mike arrive aux États-Unis, et lui, il s'en va au Japon. Donc celui qui reste, Benson, va vivre avec sa belle-mère en attendant que son mari, son copain plutôt, ils sont pas mariés, aille voir son père qui est en train de mourir au Japon. Il y a évidemment des secrets de famille, on ne sait pas vraiment au début pourquoi les parents ne parlent plus, enfin le père ne parle plus à son fils, pourquoi il n'y a plus de relation entre eux. Il y a quelques secrets à découvrir. C'est un roman qui alterne aussi les points de vue, on va être tantôt avec Ben, tantôt avec Mike, mais ça va pas se faire par chapitre alterné, ça va être une grosse partie avec Ben, une grosse partie avec Mike, puis une dernière partie avec Ben. Et en fait c'est un roman où il ne se passe somme toute pas grand chose, une vie de couple assez banale, et encore même pas parce que la majorité du roman, le couple est séparé puisque un reste à Houston et l'autre s'en va à Osaka, au Japon. Dans cette absence, dans cette séparation temporaire entre les deux, on va vite comprendre que leur couple battait de l'aile, que leur couple n'a même jamais été très conventionnel, que leur couple... Ça donne pas une belle image du couple. Mais d'un autre côté, moi je n'ai jamais été en couple à 27 ans, je n'ai jamais eu de relation longue, donc je ne sais pas ce que c'est que vivre en couple. Mais c'est un peu l'image que j'en ai, c'est peut-être une image qui est complètement fausse, négative, mais c'est peut-être ça qui m'a plu, c'est que voilà, ça m'a pas donné une belle image du couple, j'ai pas forcément envie d'être en couple actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis très bien avec mon célibat, et ça m'a peut-être conforté en me disant, voilà, le couple, c'est surtout des emmerdes. Mais là où ça m'a quand même un peu désarçonné, c'est que tout au long du roman, je me suis dit, mais même si leur couple c'est de la merde, ils ont l'air de s'aimer. Et c'est ça qui me plaît, et que même si cette vision de l'homosexualité est un peu débridée parfois, c'est vrai, avec un des deux personnages qui couche à droite à gauche, je l'aime pas, mais d'un côté, elle est vraie, il y a une partie de vrai, je sais ce que c'est, hein, je suis moi-même homosexuel, et elle est vraie, c'est une réalité, une des réalités de l'homosexualité, mais comme c'est une des réalités de l'hétérosexualité, hein, il y a des hétéros qui baisent à droite à gauche comme des lapins. Donc, mais bon, c'est quelque chose que je pense qu'on peut arrêter d'en parler en littérature, on a compris, c'est plus la peine de mettre le doigt dessus que voilà, les gays baissent tout le temps, les gays baissent partout, les gays baissent avec tout le monde. Donc ça m'a un peu dérangé. Mais d'un autre côté, voilà, les deux personnages sont tout à fait à l'aise avec leur homosexualité, tout à fait intégrés, enfin voilà, il n'y a aucun accroc dans leur vie du fait qu'ils sont homosexuels. Si ce n'est peut-être parfois l'intersectionnalité encore, le fait d'être noir et homosexuel, ou même d'être asiatique et homosexuel. Et ça c'est très intéressant, japonais pour le coup, parce que asiatique c'est très large, mais japonais et homosexuel, c'est intéressant d'avoir ce point de vue de l'intersectionnalité, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, qui commence vraiment à émerger, surtout avec des jeunes auteurs noirs, hein. La preuve, A Real Life, Brandon Taylor est noir, et là, l'auteur de Houston Osaka, Brian Washington, est également noir. C'est quelque chose qui arrive beaucoup en ce moment dans la littérature, et moi ça m'intéresse. Ce croisement des luttes, cette lutte qui converge, et voilà, et finalement, bah, je vous dis, j'ai passé, je pense, les peut-être 50 dernières pages du roman avec la larme à l'œil, parce qu'il se passe plein de choses dans leur couple et dans leur vie, et ça m'a vraiment ému. J'avais beaucoup d'attachement pour ce couple qui fait de la merde, ce couple qui fait n'importe quoi, qui prend aussi des décisions de merde à la longueur du roman, qui parfois sont des connards les uns envers les autres. Il y a aussi de la violence, mais elle est peut-être plus pas rationnelle, parce que la violence n'est jamais rationnelle. Déjà, il n'est pas question de viol ou quoi que ce soit, mais il y a de la violence dans les mots, il y a de la violence aussi par les gestes parfois, mais ils s'en rendent compte et ils essayent, tant bien que mal, de la limiter et de la questionner, en tout cas de ne pas la normaliser, et c'est ça qui m'a plu.
Donc voilà, c'était une excellente lecture, vraiment j'ai passé un très très bon moment. Je pense que je vais regarder ce que va faire cet auteur, je crois que c'est son premier roman. Non, pas vraiment, il a l'air d'avoir publié un recueil de nouvelles, en tout cas je vais me renseigner sur cet auteur car j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est très actuel, c'est très contemporain, il doit pas être beaucoup plus vieux que moi. 35 ans, on a quand même 7 ans de différence, mais 8 ans de différence. Je me retrouvais dans ses mots, dans ce qu'il faisait vivre à ses personnages, dans sa façon de parler, la plume est voilà, très contemporaine, très actuelle, un peu comme Sally Rooney, vous voyez, et c'est ce qui m'avait plu dans Normal People, notamment cette plume très contemporaine. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, et j'ai beaucoup aimé. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que je sais que ce roman ne va pas plaire à tout le monde, je sais que c'est un roman qui peut être un peu chiant, qui peut... Voilà, c'est parce que je pense, je suis une personne concernée, que ça m'a beaucoup plu. Et finalement, la dernière sortie qui, pareil, aura lieu début septembre, vers le 2, je crois. Est-ce que j'ai encore le communiqué de presse? Non. Si le soleil se dérobe de Nicole Denise Benn aux éditions de l'Aube, et c'est également un service presse, donc je remercie la maison d'édition pour cet envoi. J'avais loupé l'année dernière la sortie de Nicole Denise Benn qui avait publié Rends-moi fier, c'est ça, qui est publié cette année d'ailleurs en format poche aux éditions de l'Aube. Et du coup, quand j'ai vu les sorties de la maison d'édition pour la rentrée, je me suis dit, bon bah voilà, alors ressort un, je ne l'ai pas lu l'année dernière, je vais lire celui-ci. C'est un thème qui est à peu près similaire parce qu'on nous parle d'émigration jamaïcaine, l'autrice est jamaïcaine. Et donc là, on va suivre Patsy, qui est une jeune femme qui vit, je ne sais plus, dans un espèce de bidonville, dans une grande cité jamaïcaine, qui a une petite fille qu'elle a eue très très jeune. Elle vit elle-même d'ailleurs avec sa mère, donc il y a la mère, donc la grand-mère, la fille, Patsy, et la petite fille, qui est l'enfant de Patsy. Elles vivent toutes les trois ensemble, et Patsy a une amie, sa meilleure amie, avec laquelle elle entretient une relation un peu plus qu'amicale, amoureuse. Cette meilleure amie décide d'immigrer aux États-Unis et elle commence à entretenir une relation épistolaire, elles s'écrivent des lettres, sauf que Patsy très vite a envie de rejoindre son amie parce que elle veut vivre elle aussi le rêve américain, elle veut elle aussi vivre aux États-Unis, sauf que c'est très dur d'obtenir un visa, le début du roman se concentre là-dessus, sur l'obtention du visa américain, et si elle arrive à l'avoir, elle ne pourra l'avoir que pour elle, elle ne pourra pas emmener sa fille. Et donc elle décide, sur un coup de tête, d'abandonner sa mère et sa fille, et de partir vivre aux États-Unis pour gagner de l'argent, pour pouvoir en envoyer, revenir au pays, ou alors faire venir sa famille, enfin voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer en tant que jeune jamaïcaine, peu cultivée également. Et une fois arrivée aux États-Unis, je vous le donne en mille, désillusion, elle ne trouve pas de boulot, elle a du mal à travailler, elle retrouve son amie d'enfance, mais qui, entre-temps, a changé de vie, elle aussi, entre-temps, elle a grandi, elle a évolué, donc elles n'ont plus du tout les mêmes accointances, les mêmes relations. Donc voilà, c'est une succession de déceptions, une succession de désillusions pour la jeune Patsy, qui pour autant ne va pas rentrer au pays par fierté, un peu aussi par orgueil de je ne veux pas dire que j'ai raté ma vie, et en plus elle sait que si elle rentre au pays, parce que son visa est dépassé, elle ne pourra pas revenir, elle vit dans l'illégalité aux États-Unis, donc tout départ serait définitif. On va suivre donc la vie de Patsy et cette succession de désillusions aux États-Unis, mais en même temps on va suivre la vie de sa fille qui s'appelle True, au Jamaïque, qui vit seule avec sa grand-mère et après avec son père, car son père, lui, vit également encore en Jamaïque, elle ne l'a jamais vraiment connu, ou en tout cas jamais développé de relation avec lui, mais quand sa mère va partir, elle va retourner vivre chez son père, qui lui a une autre femme, qui lui a des enfants, etc. Donc encore une fois, ça va être un roman avec deux voix, où on va suivre ces deux personnages, et les deux personnages sont très intéressants. J'ai beaucoup aimé voir l'évolution de la petite Trouka, le moment de la décision de partir est déchirant. La mère, on va pas dire qu'elle aime pas trop qu'elle aime pas sa fille, mais elle n'a jamais accepté le fait d'être mère, elle n'a jamais eu à cœur ce rôle de mère, donc c'est compliqué pour elle d'élever sa fille. Donc quand elle part aux États-Unis, elle le fait en tout état de cause, et en même temps elle n'a pas vraiment de remords parce que voilà, elle n'a jamais accepté qu'elle était mère. Mais quand on le voit du point de vue de cette petite fille qui a 3-4 ans, qui voit sa mère partir en pensant qu'elle allait revenir, en pensant qu'elle allait lui envoyer des cadeaux, des jouets, de quoi vivre, de quoi grandir, alors qu'au final on le sait dès le début que c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est très très dur. Il y a des passages qui sont très très durs. Il y a des scènes de viol, je crois, également dans le roman. Malgré tout, j'ai quand même aimé parce que c'est la réalité de milliers, voire millions de personnes, à mon avis, tous ces gens qui veulent vivre le rêve américain ou même le rêve français, quand des personnes fuient un pays pour venir chez nous en France ou en Europe,
ça ne se passe jamais comme prévu pour eux, et pourtant ils sont là, et faut faire avec, faut les aider, voilà. Alors elle, Patsy, ne quitte pas une terre en guerre, ne quitte pas un pays pour sa survie, donc comme par exemple des émigrés syriens ou quoi que ce soit, mais d'un côté un peu quand même, parce qu'en Jamaïque, son seul horizon, elle, c'est rester dans son bidonville et être femme de ménage, ou non, elle travaillait en tant que secrétaire administrative ou quelque chose comme ça, mais voilà, peu d'horizons de vie. Donc non, c'est vraiment un très beau roman sur l'émigration, sur toutes les questions identitaires également, sur la filiation entre cette mère et cette fille, car bah voilà, les relations sont très très tendues au fur et à mesure que la petite fille grandit et que la mère reste vivre aux États-Unis. J'ai trouvé ça très beau, très touchant, très attachant. Un peu trop larmoyant peut-être parfois, si je dois dire quelque chose, mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'était donc tout pour cette première vidéo, cette première salve de romans de la rentrée littéraire. J'espère que cela vous aura plu et peut-être vous aura donné l'envie. N'hésitez pas à aller visiter les bibliothèques et les médiathèques autour de chez vous, car c'est sûr qu'ils ont forcément les Albin Michel. Vous voyez, typiquement, c'est sûr qu'ils les ont en rayon, même s'ils viennent de sortir, c'est souvent les romans qu'ils achètent pour la rentrée littéraire. D'autres romans comme Real Life ou Houston Osaka, peut-être un peu moins, quoique c'est JC Lattès, c'est quand même une grosse maison d'édition. Mais voilà, je sais que la rentrée littéraire a un coût, je sais que je suis privilégié aussi en recevant quelques romans et que probablement je me limiterais dans mes choix si c'était moi qui devais tout payer. Toujours est-il qu'on refera un point prochainement avec les 3 lectures là que je vous ai présentées dernièrement, et peut-être 2 lectures de chez Gallimard que j'ai repérées mais qui ne sont pas encore sorties. C'est Chienne et Louve et Mourir avant que d'apparaître, qui raconte une histoire d'amour entre Jean Genet et un jeune circassien. Donc voilà, j'aime beaucoup Jean Genet et j'aime beaucoup le cirque, donc ce roman m'intéresse énormément, surtout que c'est aussi une relation homosexuelle. Donc le prochain pour lecture, voilà, j'attendrai d'en lire au moins un 4e, là j'en ai que 3, donc d'en lire au moins 4, et je vous en parlerai. La prochaine vidéo qui suivra celle-ci sera également un point lecture, car j'ai d'autres lectures qui ne font pas partie de la rentrée littéraire que j'ai faite et dont je dois vous parler. Mais bon, comme toujours, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la faire voyager, la partager, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.